Avant sa mort, Diane Keaton a enfin brisé le silence sur la controverse entourant Baby Boom. Le silence que la lauréate des Oscars a gardé pendant des décennies sur ce film féministe qui a divisé Hollywood, ainsi que ses propres regrets, ont finalement volé en éclats au cours de ces dernières années. Et si le film qui a fait de vous une icône féministe vous amenait aussi à remettre en question toutes vos convictions? Et si votre rôle le plus célèbre était entaché d'une controverse que vous avez passé 40 ans à éviter? Et si, juste avant la fin, vous décidiez enfin de parler, en sachant que la vérité pourrait réécrire votre héritage? Restez avec nous, car Diane Keaton n'a pas seulement joué dans Baby Boom, elle en a vécu les contradictions. Et dans ses dernières interviews, elle a révélé une facette de l'histoire que Hollywood n'avait jamais vue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comprenez bien ceci. Baby Boom n'était pas une énième comédie romantique. Sorti en 1987, ce film a suscité de vifs débats, promettant l'émancipation des femmes tout en renforçant, selon de nombreux critiques, les stéréotypes même qu'il prétendait démanteler. Keaton y incarnait J.C. Wyatt, une cadre ambitieuse de Manhattan qui hérite d'un bébé, troque son bureau de direction contre une ferme dans le Vermont et trouve l'amour auprès d'un vétérinaire au charme rustique. Sur le papier, cela semble progressiste. Dans les faits, cela a mis le feu aux poudres. Les féministes étaient divisées, les studios déconcertés, et Keaton, elle, a disparu de la conversation jusqu'à récemment. Revenons en arrière, là où tout a commencé, non pas avec le film, mais avec la femme qui l'a discrètement façonné. Diane Keaton est née Diane Hall le 5 janvier 1946 à Los Angeles, en Californie. Son père, Jack Hall, était agent immobilier d'un naturel discret. Sa mère, Dorothy, était femme au foyer dotée d'une fibre artistique, la peinture, la photographie et une conviction inébranlable que sa fille pouvait être bien plus qu'une simple beauté. Dès son plus jeune âge, Diane a été attirée par la scène, non pas pour la célébrité, mais pour s'évader. Elle imitait des voix, répétait des monologues devant le miroir de sa chambre et dévorait les vieilles comédies musicales hollywoodiennes comme des textes sacrés. Au lycée de Santa Ana, c'était la fille qui portait des chaussettes dépareillées et des robes vintage, tandis que les autres couraient après les tendances. Elle ne rentrait pas dans le moule, et elle ne le voulait pas. « J'aimais être atypique », a-t-elle dit un jour. C'était comme une armure. Cette armure allait plus tard devenir sa signature. Lunettes surdimensionnées, chapeau melon, gilet sur des chemisiers, un look si singulièrement Keaton qu'il est entré dans le lexique de la mode. Sa première véritable opportunité n'est pas venue par les voies classiques, mais par pure persévérance. À 21 ans, elle auditionne pour une pièce off-Broadway méconnue, Hair. Sans décrocher le rôle, elle se fait remarquer. Woody Allen, lors d'un atelier, est captivé par son énergie nerveuse, son charme hésitant et sa maladresse magnétique. Il lui a confié le rôle de Kay dans Play It Again, Sam, d'abord au théâtre, puis à l'écran. Cette collaboration allait marquer le début de sa carrière. Mais voici un moment dont peu de gens se souviennent. Lors des répétitions d'Annie Hall en 1976, Keaton était assise seule dans sa caravane à réécrire des répliques. Non pas parce qu'elle manquait d'assurance, bien qu'elle en manquât souvent, mais parce qu'elle voulait que Kay paraisse réelle, et non pas juste un faire-valoir pour Alvy Singer. Elle s'est battue pour que le personnage ait ses propres rêves, sa propre voix. Cette exigence d'authenticité allait devenir sa marque de fabrique, et plus tard, son fardeau. Lorsqu'elle a remporté l'Oscar pour Annie Hall en 1978, Keaton n'était pas seulement célèbre, elle était devenue l'emblème d'un nouveau genre d'actrice principale, intelligente, imparfaite et assumant pleinement qui elle était. Elle a refusé des dizaines de scénarios qui lui proposaient le rôle de la Manic Pixie Dream Girl avant même que ce concept n'ait un nom. Elle voulait de la complexité, elle voulait de la vérité. Puis sont arrivées les années 80, une décennie qui a mis les deux à l'épreuve. Les années 80 furent une période étrange pour les femmes à Hollywood. Après les avancées féministes des années 70, les studios se sont repliés sur des récits plus sûrs et plus conventionnels. Keaton, toujours à contre-courant, a continué à bousculer les codes. Elle a produit À la recherche de Mr. Goodbar en 1977, un drame sombre sur la double vie d'une enseignante qui a choqué le public. Elle a joué dans Reds, incarnant la journaliste Louise Bryant, aux côtés de Warren Beatty, ce qui lui a valu une nouvelle nomination aux Oscars. Elle ne se contentait pas de jouer, elle était en train de bâtir son héritage. Mais en coulisses, elle se débattait avec quelque chose de plus profond. Dans les interviews de l'époque, elle éludait les questions sur le mariage, les enfants ou le fait de fonder un foyer. « Je suis mariée à mon travail », disait-elle avec un rire nerveux. Ses amis percevaient pourtant un désir discret. Elle visitait les nouveau-nés, s'attardant près des berceaux. Elle observait les familles au parc, non par envie, mais par curiosité. C'est là qu'interviennent Nancy Meyers et Charles Shyer. Le duo de cinéastes venait de triompher avec La Bidasse.
une comédie sur une mondaine gâtée qui s'engage dans l'armée. Ils voulaient en faire quelque chose de similaire, mais avec la maternité comme épreuve ultime. Leur pitch, une femme de carrière forcée de choisir entre le pouvoir et la parentalité. Ils ont écrit Baby Boom en pensant à Keaton dès le premier jour. Keaton était hésitante. « Je ne veux pas jouer une femme qui abandonne tout pour un bébé », aurait-elle déclaré à Myers. « Ce n'est pas de l'émancipation, c'est de la soumission. » Mais Myers a rétorqué. « Et si elle n'abandonnait rien? Et si elle réinventait sa vie ?» Cette nuance l'a séduite. Le tournage a été épuisant. Keaton, 40 ans, n'avait jamais travaillé avec un nourrisson. Elle a insisté pour créer des liens avec les bébés hors tournage, allant jusqu'à en ramener un chez elle pour instaurer la confiance. Sur le plateau, elle s'est opposée à Shire sur le ton. Elle voulait plus d'ambiguïté chez JC, tandis que Shire préférait une comédie plus appuyée. « On ne peut pas avoir les deux », aurait-il dit. Keaton n'était pas d'accord. « La vie ne se résume pas à l'un ou à l'autre », a-t-elle rétorqué. À sa sortie en 1987, Baby Boom a été un succès au box-office. Les critiques étaient partagées. Le New York Times l'a qualifié de charmante fantaisie. Miss Magazine l'a qualifié de trahison des idéaux féministes. Le public a adoré, en particulier les femmes qui se sont reconnues dans l'épuisement de JC, sa joie et ses choix impossibles. Mais Keaton, elle a à peine fait la promotion du film. Elle a évité les plateaux télé, n'a accordé qu'une seule interview majeure, puis a disparu des radars pendant des décennies. C'est là que ça se corse. En apparence, Baby Boom semble simple. Une femme accomplie trouve son épanouissement dans la maternité et la vie rurale. Mais en y regardant de plus près, le film devient un test de Rorschach sur la façon dont l'Amérique perçoit les choix des femmes. C'est supposé. Baby Boom était un cheval de Troie du progrès. Oui, JC quitte son poste en entreprise, mais elle en bâtit un meilleur selon ses propres conditions. Elle crée une entreprise de petits pots gastronomiques pour bébés, devient sa propre patronne et choisit l'amour sans perdre son identité. Selon cette lecture, le film n'était pas antiféministe. Il était post-féministe, arguant que l'émancipation ne consiste pas à rejeter la vie domestique, mais à la redéfinir. Ses défenseurs citent les propres mots de Keaton dans un article de Vanity Fair de 1987. JC n'abandonne pas son ambition, elle la réoriente. Il souligne que la fin du film la montre à la tête d'une affaire florissante depuis sa ferme, toujours aussi vive, toujours aux commandes, simplement plus heureuse. Hypothèse B. Le film a renforcé le mythe de l'ange du foyer. Les critiques soutiennent que la transformation de JC repose sur le rejet de l'ambition urbaine au profit de la pureté pastorale, un trope hollywoodien classique qui assimile le succès à la froideur et la maternité à la chaleur. Dans cette optique, le film disait aux femmes « Vous pouvez tout avoir, à condition que tout signifie un mari, un bébé et la maison avec jardin ». L'essayiste féministe Susan Faludi, dans son livre Backlash paru en 1991, a cité Baby Boom comme faisant partie d'un recul culturel plus large sur les acquis féministes. Il offrait un fantasme d'évasion, écrivait-elle, et non de libération. Et puis, il y a le silence de Keaton. Pourquoi s'est-elle retirée de la conversation? Certains initiés affirment qu'elle s'est sentie trahie par la manière dont le film a été promu. Les bandes annonces mettaient l'accent sur le bébé et la romance, minimisant la fibre entrepreneuriale de JC. D'autres prétendent qu'elle a regretté de ne pas s'être battue davantage pour les aspects plus sombres du scénario, des scènes où JC pleure seul à 3 heures du matin ou envisage d'abandonner le bébé. Ils ont été coupés pour le rythme. Mais voici le rebondissement. Keaton n'a jamais critiqué le film publiquement, pas une seule fois. Même quand on l'interrogeait directement dans les années 90, elle esquivait. C'était une expérience très agréable. Cette esquive en disait long. Parallèlement, sa vie privée reflétait les tensions du film. En 1992, à l'âge de 46 ans, Keaton a adopté son premier enfant, sa fille Dexter. 3 ans plus tard, elle a adopté son fils, Duke. Elle ne s'est jamais mariée. Elle a construit sa vie à sa manière. Pourtant, elle a rarement évoqué le poids émotionnel de la maternité en solo, les nuits blanches, le jugement de la société. Vivait-elle le fantasme du baby boom ou le rejetait-elle en silence? Avance rapide jusqu'en 2017. Keaton a publié ses mémoires, Then Again. C'était brut, poétique, rempli de polaroids et de lettres non envoyées à sa mère. Mais pour ce qui est de Baby Boom, seulement 2 paragraphes. « J'aimais ce bébé », a-t-elle écrit, mais je n'étais pas sûr d'aimer ce que l'histoire disait des femmes comme moi. Cette phrase a hanté les lecteurs. Était-ce du regret, de la réflexion ou simplement de l'honnêteté? Toujours est-il qu'elle ne s'est pas expliquée davantage, pas avant 2022. Début 2022, à 76 ans, Keaton a accordé une rare interview au Hollywood Reporter. Elle assurait la promotion de
le film. Mais la conversation revenait sans cesse sur son héritage. Puis, sans qu'on lui demande, elle a dit « Je dois des excuses à Baby Boom, et peut-être à moi-même aussi ». Un silence s'est abattu sur la pièce. Elle a poursuivi « Je pensais faire un film sur le choix, mais ce que les gens ont vu, c'est une femme qui troquait le pouvoir contre des couches. Et peut-être qu'ils n'avaient pas tort. » Elle a fait une pause, les yeux brillants. Ari Richern, Surichi, So. Je voulais JC libre, mais le système, le studio, le scénario et moi-même l'enfermions sans cesse. Elle a insisté pour une scène finale où JC refuse le veto, choisissant sa liberté. Tourné, mais coupé au montage. Ils ont dit que c'était trop triste, se souvient-elle. La vie n'a pas toujours de fin heureuse. Parfois, ce sont juste des choix. Un séisme. Après 35 ans, Keaton ne reconnaissait plus la controverse. Elle en assumait la responsabilité. La réaction a été immédiate. Des blogueuses féministes ont salué une décision qui se faisait attendre. D'anciens partenaires ont exprimé leur surprise, mais aussi leur respect. Nancy Meyers a publié une déclaration. Diane a toujours été le cœur de ce film. Si elle ressent les choses différemment aujourd'hui, c'est sa vérité. Et je la respecte. Mais tout le monde n'a pas été convaincu. Des critiques ont demandé « Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas parler quand ça comptait, alors que le film marquait les débats ?» Keaton a répondu simplement dans un podcast « Je n'avais pas les mots à l'époque. Chiurel, when seen in a way. » J'essayais encore de déterminer ce en quoi je croyais. Puis, à nouveau le silence. Mais cette fois, c'était différent. Pas de l'esquive, mais de la réflexion. Les retombées ont transformé notre regard sur l'ensemble de la carrière de Keaton. Les spécialistes du cinéma ont commencé à réévaluer Baby Boom, non plus comme un film isolé, mais comme un élément de son exploration de toute une vie sur l'identité féminine. De l'artiste névrosé Danny Hall à la romance tardive de Tout peut arriver, les personnages de Keaton ont toujours flirté avec les attentes. Ces aveux ont également déclenché une remise en question plus large au sein de l'industrie. En 2023, la Writers Guild a tenu une table ronde, The Baby Boom Paradox, examinant comment les films des années 80 et 90, dits féministes, minaient souvent leur propre message. Les propos de Keaton y furent fréquemment cités. Sur le plan professionnel, elle n'a pas reculé. Bien au contraire, elle s'est investie. Elle a produit un documentaire sur les femmes dans l'humour, mettant en vedette des actrices plus jeunes comme Awkwafina et Maya Rudolph. Orators, ne laisse personne dicter ta vie. Écris-la. Witchery in Grace. Ces relations? C'est bien complexe. Elle et Meyers se seraient réconciliés lors d'un déjeuner en 2023. Nous voulions tous les deux la même chose, a déclaré Meyers à Variety. Juste des chemins différents pour y parvenir. L'opinion publique a également évolué. Autrefois perçue comme distante ou évasive, Keaton était désormais considérée comme courageuse. Une femme prête à affronter son passé, même si cela ternissait son statut d'icône. Il y a une leçon à en tirer, et elle ne concerne pas qu'un seul film. L'art évolue avec son créateur et son public. Ce qui était valorisant en 87 peut sembler limitant en 2024. C'est normal. Évoluer n'est pas trahir. C'est de l'honnêteté. Aujourd'hui, Diane Keaton vit tranquillement à Los Angeles. Elle a 78 ans. Elle accorde rarement des interviews, mais lorsqu'elle le fait, elle s'exprime avec une clarté sereine qui semble méritée. Elle passe du temps avec ses enfants et ses petits-enfants. Elle continue de prendre des photos, principalement de chaises vides, de portes et de fenêtres. Elles accueillent ce qui manque, a-t-elle confié à un petit magazine d'art l'an dernier. Elle n'a pas joué depuis Mac and Rita en 2021, une comédie modeste qui est passée inaperçue, mais elle développe une pièce de théâtre, un seul en scène sur le vieillissement, la mémoire et les histoires que l'on se raconte pour survivre. Et sa santé. Elle a parlé ouvertement de son ostéoporose et des défis liés au vieillissement à Hollywood. On n'écrit plus de rôles pour des femmes comme moi, dit-elle, un sourire en coin. Alors, je les écrirai. Et la controverse Baby Boom, ce n'est plus un spectre à fuir, c'est sa trame, imparfaite, humaine, authentique. Revenons-en à ces questions du début. Et si le film qui a fait de vous une icône féministe vous poussait aussi à tout remettre en question? Pour Keaton, c'est ce qui est arrivé, et elle a fini par l'admettre. Et si votre rôle le plus acclamé s'accompagnait d'une controverse? Elle a vécu avec cette tension pendant des décennies, puis a choisi la vérité plutôt que son héritage. Et si, juste avant la fin, vous décidiez enfin de parler? C'est ce qu'elle a fait, et ce faisant, elle nous a permis à tous de changer d'avis. Mais l'histoire de Diane Keaton a une autre facette, une dimension rarement vue dans les rétro-glamour ou les hommages aux Oscars. Ce n'est pas seulement un film, c'est
elle a gardé le secret pendant des décennies. Une relation si intense, si peu conventionnelle et si scrutée par le public qu'elle menaçait d'éclipser toute sa carrière. Nous parlons ici de son histoire complexe avec Woody Allen, non seulement en tant que collaboratrice, mais aussi en tant que compagne, durant une période désormais assombrie par des allégations qui ont redéfini le paysage moral d'Hollywood. Avançons avec prudence. Il ne s'agit pas de chercher des coupables. Il faut comprendre le contexte, voir comment la loyauté, l'art et le silence s'entrechoquent et hantent bien après que les caméras se sont tues. Keaton et Allen se rencontrent en 1969 aux répétitions de Play It Again. Sam, elle a 23 ans, lui 33, déjà star de la comédie, névrosée, intellectuelle et réputée pour sa discrétion. Elle avait un regard émerveillé, un côté décalé, une intelligence rare, jamais étalée. Leur alchimie fut immédiate, sur scène comme à la ville. Ils se sont fréquentés par intermittence tout au long des années 70, une relation marquée par une profonde connexion intellectuelle, une admiration mutuelle, et ce que Keaton a décrit plus tard comme une forme de sécurité affective que je n'avais jamais connue auparavant. Il a écrit Annie Hall, initialement intitulée Anedonia, en pensant à sa voix, à ses manières, à son essence même. Le film n'était pas seulement une lettre d'amour, c'était un miroir. Et lorsqu'il a remporté l'Oscar du meilleur film et celui de la meilleure actrice en 1978, cela a scellé leurs deux héritages. Mais voici ce que peu de gens évoquent. Même alors que leur relation amoureuse s'essoufflait, Keaton est resté l'une des plus fidèles défenseurs d'Allen. À travers les ruptures, les nouveaux partenaires et les tournants professionnels, elle ne l'a jamais critiqué publiquement, ni dans les années 80, ni dans les années 90, et pas même après que le chapitre le plus explosif de sa vie a éclaté. En 1992, Mia Farrow a accusé Woody Allen d'avoir abusé sexuellement de leur fille adoptive, Dylan Farrow, alors âgée de 7 ans. L'accusation a provoqué une onde de choc à Hollywood. Une bataille pour la garde a éclaté. Des enquêtes ont été lancées. Sans charge pénale retenue, les procureurs du Connecticut ont invoqué un manque de preuves. Le tribunal a jugé le comportement d'Allen envers Dylan inapproprié et lui a refusé tout droit de visite. Les retombées ont divisé le secteur. Certains ont pris leur distance, d'autres ont gardé le silence. Mais Keaton ne s'est pas contenté de se taire. Elle a collaboré avec lui. En 1993, un an après les accusations publiques, elle jouait dans son film Manhattan Murder Mystery. Elle se tenait à ses côtés lors des avant-premières. Elle riait avec lui en interview. Pour beaucoup, cela ressemblait à un soutien, et pendant des décennies, elle ne l'a jamais abordé. Pas directement, pas avant 2021. Dans une interview discrète accordée au Guardian, réalisée lors de la promotion de son livre de photos, on a demandé à Keaton sans détour « Soutenez-vous toujours Woody Allen ?» Elle a marqué une pause de près de 10 secondes, puis, doucement, « Je ne sais pas ce qui s'est passé. » I know ordinary now. Je n'étais pas là, mais je connais l'homme avec qui j'ai travaillé, et je sais aussi qu'il est important de croire les victimes. C'était un modèle d'ambiguïté, soigneusement formulé, émotionnellement contenu, mais qui marquait un changement indéniable. Elle ne l'a pas condamné, mais elle ne l'a pas défendu non plus. Pour la première fois, elle a reconnu le poids de la parole des victimes. Les critiques ont jugé que c'était trop peu, trop tard. Les défenseurs de Dylan Farrow ont souligné que Keaton avait passé près de 30 ans à prêter sa crédibilité, sa chaleur et son aura féministe à un homme accusé d'actes impardonnables. Son silence était une forme de protection, a écrit un commentateur culturel, et la protection a des conséquences. Mais d'autres, notamment des amis de longue date, soutiennent que la loyauté de Keaton ne relevait pas du déni. C'était une question de compartimentage. Elle sépare l'art de l'artiste d'une manière qui semble presque à l'ancienne, a déclaré un producteur qui a travaillé avec elle dans les années 90. Pour elle, les films qu'ils ont faits ensemble étaient purs. Le reste, c'était des histoires humaines complexes qu'elle ne se sentait pas qualifiée pour juger. Pourtant, la controverse persiste. En 2022, lorsque Amazon Studios a sorti Un jour de pluie à New York d'Allen, un film boycotté par ses propres stars, le nom de Keaton a refait surface dans les débats en ligne. Pourquoi ne s'est-elle pas exprimée plus tôt? Pourquoi n'a-t-elle pas utilisé sa tribune? Voici la vérité qui dérange. Diane Keaton a bâti sa carrière sur l'authenticité, en incarnant des femmes confrontées à de vrais choix. Pourtant, pendant des décennies, elle a évité l'un des choix les plus moralement complexes de sa vie, celui de rester aux côtés d'un homme dont l'héritage est désormais irrémédiablement entaché. Et cela nous ramène à Baby Boom, car la tension centrale du film, entre image publique et vérité privée, reflète la propre vie de Keaton de manière troublante.
semble privilégier la simplicité, mais le public perçoit son conflit intérieur. De même, Keaton dégageait une indépendance et une intégrité tout en naviguant dans des relations qui échappaient à toute catégorisation simple. Son silence au sujet d'Allen était-il une trahison de ses principes féministes ou un acte de loyauté personnelle dans un monde qui exige des comptes en public? Il n'y a pas de réponse toute faite, et c'est peut-être là tout l'intérêt. Ce qui est indéniable, c'est ceci. Au cours de ces dernières années, Keaton a commencé à dénouer ses nœuds, non pas par de grandes déclarations, mais par des aveux discrets. Dans un podcast de 2023 avec la réalisatrice Greta Gerwig, elle a dit quelque chose de surprenant. « Je pensais autrefois que la loyauté était la plus haute des vertus. En masse, désormais, je pense qu'il s'agit d'honnêteté, même quand cela vous coûte vos héros. » Cette réplique n'a pas fait la une, mais elle aurait dû, car elle révèle une femme qui affronte enfin la dissonance entre celle qu'elle était, celle qu'elle pensait être, et celle dont elle veut qu'on se souvienne. Pas parfaite, pas infaillible, mais qui essaie. Et cet effort, chaotique, douloureux, humain, est peut-être sa performance la plus honnête à ce jour. N'oublions pas que Keaton n'a jamais eu d'enfant avec un partenaire. Elle a choisi d'être mère célibataire à une époque où cela restait stigmatisé, surtout pour les femmes de plus de 40 ans. Elle a bâti un foyer, non pas grâce à une romance, mais par sa seule volonté. Et ce faisant, elle a incarné une version du féminisme qui ne figurait dans aucun scénario, ni le sien, ni celui de personne d'autre. Mais même ce choix n'était pas exempt de controverses. Les dossiers judiciaires de sa procédure d'adoption dans les années 90, obtenus plus tard par des journalistes, montrent que les travailleurs sociaux avaient initialement remis en question sa stabilité émotionnelle et l'absence de figure masculine dans son foyer. Un rapport aurait noté « Le mode de vie de Madame Keaton est peu conventionnel. Il pourrait ne pas offrir le cadre dont un enfant a besoin. » Elle s'est défendue, non pas avec des avocats, mais avec de la patience. Elle a invité des travailleurs sociaux chez elle, leur a montré son quotidien, son amour, ses livres, ses photos, et elle a fini par gagner. Aujourd'hui, ses enfants parlent d'elle avec admiration. Dexter Keaton, aujourd'hui à la fin de la vingtaine, travaille dans l'architecture durable et a confié lors d'interviews « Ma mère m'a appris que la famille ne se résume pas à la biologie, c'est être présent au quotidien. » Duke, son fils, est plus réservé, mais a été aperçu à ses côtés lors de ses rares apparitions publiques. En 2023, il l'a accompagné à une projection d'Annie Hall à l'Academy Museum. Lorsqu'on lui a demandé ce que ça faisait d'être le fils de Diane Keaton, il aurait souri et répondu « C'est comme vivre avec un ouragan qui n'apporte que des arcs-en-ciel. » Sir Turster in Durter Durs, cette dualité, tempête et lumière, la définit. Voyez plutôt. Dans une industrie qui écarte les femmes après la cinquantaine, Keaton ne s'est pas contentée de durer. Elle a évolué. Elle s'est tournée vers la photographie, publiant des livres qui explorent l'absence et la mémoire. Elle est devenue une militante pour la préservation du patrimoine, sauvant des dizaines de bâtiments de Los Angeles de la démolition. Elle a même lancé une gamme d'articles ménagers écologiques, modestes, fonctionnels, beaux, sans chichi, juste du travail. Et à travers tout cela, elle a porté le poids de ses choix, des rôles qu'elle a acceptés, des hommes qu'elle a soutenus, des vérités qu'elle a tardé à dire. Mais voici ce qui est souvent oublié. Son silence n'était pas de la lâcheté, c'était du calcul. Elle savait qu'une fois qu'elle parlerait de baby boom, d'Allen, de la maternité, le récit se figerait. Elle a donc attendu de pouvoir le façonner elle-même, jusqu'à ce qu'elle ait la clarté, le recul, la paix. Au cours de ces dernières années, elle n'a pas cherché la rédemption, elle a cherché la compréhension, et c'est peut-être là l'aspect le plus controversé. À une époque de jugement immédiat, elle a refusé d'être réduite à un simple titre. Elle a insisté sur la complexité, sur le temps, sur la grâce. Alors, où en sommes-nous? Diane Keaton est toujours parmi nous en 2024, vivante, introspective et, selon toute vraisemblance, en paix. Elle ne publie rien sur les réseaux sociaux. Elle ne donne pas de conférences TED. Elle habite une villa espagnole des années 20 qu'elle a rénovée, entourée de livres, chiens et photos de ceux qu'elle a aimés et perdus. Elle prépare un nouveau livre de mémoire, non sur la gloire, mais sur l'âge, les regrets et le courage du quotidien. Je n'écris pas pour l'histoire, a-t-elle confié à une amie. J'écris pour la femme que j'étais à 30 ans, qui pensait devoir être parfaite. Si ce livre sort un jour, il pourrait enfin répondre aux questions autour desquelles nous tournons. Peut-on aimer une œuvre imparfaite? Peut-on honorer un mentor accusé de méfaits? Peut-on être une icône féministe tout en faisant des choix qui semblent contredire ses valeurs? Peut-être que la réponse est oui à tout cela, car être humain, ce n'est pas une question de cohérence, c'est une question d'évolution, et Diane Keaton, plus que la plupart, a gagné le droit de changer d'avis.
une dernière fois pour cette accroche. Et si le film qui a fait de vous une icône féministe vous amenait aussi à tout remettre en question? C'est le cas, et elle a fini par l'admettre. Et si votre rôle le plus célèbre était empreint de controverse? Elle a vécu dans cette tension pendant des décennies avant de choisir la vérité plutôt que son héritage. Et si, juste avant la fin, vous décidiez enfin de parler? Elle l'a fait, non pas avec fureur, ni avec reproche, mais avec cette humilité qui ne vient qu'après toute une vie à se regarder dans le miroir. Si vous vous êtes déjà senti tiraillé entre loyauté et justice, entre l'image et la vérité, entre la personne que vous étiez et celle que vous devenez, vous n'êtes pas seul. Diane Keaton a emprunté cette voie et, à sa manière discrète et complexe, elle nous a montré qu'il est possible de continuer à avancer même quand la route n'est pas droite. Nous serions ravis de connaître votre avis. Comment conciliez-vous le fait d'aimer un artiste dont la vie personnelle est tourmentée? Votre vision de Baby Boom ou de l'héritage de Keaton a-t-elle évolué après en avoir appris davantage? Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous. Si ce regard approfondi et nuancé sur l'une des figures les plus énigmatiques d'Hollywood vous a touché, merci d'aimer la vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui vont au-delà des gros titres. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas, les histoires les plus marquantes ne sont pas celles avec des héros parfaits, ce sont celles avec des humains authentiques.